Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la littérature russe. Ce soir, on entame un nouveau chapitre de cette série puisqu'on va s'intéresser à Fiodor Dostoïevski. D'ailleurs, on avait déjà abordé un grand roman de Dostoïevski sur la chaîne, L'Idiot, dans une vidéo en duo avec Laurent. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à découvrir cette présentation d'une œuvre passionnante sur laquelle il y a beaucoup à dire. Je mets le lien de cette vidéo dans le descriptif ci-dessous. Ce soir, on va s'arrêter sur une nouvelle moins connue, intitulée « Une sale histoire ». Une nouvelle peu connue et pourtant, à mes yeux, l'un des récits les plus fins de l'auteur, sur le plan psychologique. Une nouvelle courte, mais d'une richesse incroyable. Et c'était pour moi important de vous la faire découvrir en vous plongeant dans son intrigue, dans ses personnages et dans tout ce qu'elle peut encore nous apprendre sur nous-mêmes aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous proposerai une rapide présentation de l'auteur, Fiodor Dostoïevski, et du contexte historique dans lequel cette nouvelle a été écrite. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec une introduction narrative de l'intrigue. On revivra ensemble les premières péripéties de son personnage principal, et on comprendra ce qui fait de ce récit à la fois une farce et une réflexion profonde. Pour finir, on passera à l'analyse psychologique du personnage de Pralinsky, le protagoniste de cette histoire. On dressera son portrait global et on s'attardera en particulier sur deux thèmes majeurs qui ressortent de son comportement, la vanité et l'illusion de bonté. Vous verrez que ces thèmes font aussi étrangement écho à notre époque actuelle. Fiodor Mihaïlovitch Dostoïevski naît en 1821 à Moscou et meurt en 1881 à Saint-Pétersbourg. Dostoïevski est l'un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle, connu pour ses romans monumentaux comme Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov et bien d'autres. C'est aussi un maître de la nouvelle et du récit court. Une sale histoire, parfois intitulée « Une fâcheuse histoire » dans certaines traductions, est justement l'une de ses nouvelles, publiée en 1862. À cette époque, la Russie est en plein bouleversement. Le tsar Alexandre II vient de lancer de grandes réformes libérales. Par exemple, l'abolition du servage en 1861. On en a déjà parlé dans cette série sur la littérature russe. On peut donc dire qu'à ce moment-là, un vent d'optimisme et d'idées nouvelles souffle sur la société russe, et notamment au sein de la haute administration. Dostoïevski lui-même, après avoir connu la prison et l'exil en Sibérie quelques années auparavant, à cause de ses idées politiques radicales et de ses critiques envers le pouvoir en place, a beaucoup réfléchi à ces questions de réforme et de justice. Mais lui, il regarde cette effervescence d'un œil plus critique, plus inquiet peut-être, un peu en retrait. La nouvelle Une sale histoire naît dans ce climat d'espoir de changement, teinté de scepticisme. Et en quelques pages, Dostoïevski va brosser un tableau satirique de la noblesse éclairée et de sa vanité. Je veux dire de ce désir affiché de bonté envers les classes modestes. Mais une bonté un peu trop bien mise en scène. Je veux dire une bonté qui veut s'afficher, qui luit et qui sent le vernis, comme on va le voir. L'intrigue débute à Saint-Pétersbourg, par une nuit d'hiver clair et glacé. Dans un salon élégant, 3 hauts fonctionnaires de l'administration impériale sont réunis après un bon dîner. L'atmosphère est confortable, on trinque au champagne et la discussion bat son plein. Parmi ces 3 hommes se trouve Ivan Ilitch Pralinsky, notre protagoniste. Âgé d'environ 45 ans, Pralinsky occupe depuis peu le rang élevé de conseiller d'État. Autant dire qu'il fait partie de l'élite bureaucratique du régime.
Et ce soir-là, Pralinski est particulièrement bavard. Il proclame haut et fort ses idéaux libéraux et humanistes. Il se vante d'être un partisan de nouvelles idées de bienveillance envers les classes sociales inférieures. Ses deux collègues restent toujours sceptiques en l'écoutant. Comment Pralinski pourrait mettre en pratique de tels principes? La conversation se prolonge dans la nuit et, exalté par sa propre éloquence et par quelques flûtes de champagne, lui qui d'ordinaire boit peu, Pralinski quitte finalement la soirée quelque peu éméché. Il fait froid dehors, la ville est silencieuse sous la lune d'hiver. Pralinski descend fièrement les marches du perron, son manteau sur les épaules et la tête encore pleine de grands principes. Il s'attend à trouver son fiacre et son cocher qui doivent le ramener chez lui, mais stupéfaction, le cocher n'est nulle part en vue. Le fidèle domestique, sans doute engourdi par l'attente ou tenté par l'attrait d'une taverne, s'est absenté. Et on apprendra plus tard qu'il est allé boire un coup avec d'autres cochers du quartier. Notre haut fonctionnaire se retrouve donc seul, à pied, en pleine nuit glaciale. Pralinski, malgré son léger vertige dû à l'alcool, décide de rentrer chez lui en marchant pour se dégourdir. Après tout, l'air frais lui fera du bien. Et donc, le voilà qui traverse les rues gelées. C'est alors qu'au détour d'une ruelle, des éclats de voix et de musique attirent son attention. Une petite maison modeste est encore éveillée à une heure si tardive. Et pour cause, on y fête un mariage. Pralinski s'arrête un instant, plisse les yeux et reconnaît la demeure. Il s'agit de la maison où se tiennent les noces d'un de ses employés subalternes, un petit fonctionnaire de son service. Imaginez bien la scène. À l'intérieur de cette petite maison, on célèbre humblement le jeune couple. On chante, on boit de la vodka bon marché, on rit entre les proches modestes. L'ambiance doit être chaleureuse, bien que simple. Et voici que, dehors, leur supérieur hiérarchique le plus haut gradé, son Excellence Pralinski, observe cette fête populaire depuis l'ombre de la rue. À ce moment précis, dans l'esprit échauffé de Pralinski, une idée folle va germer. Est-ce que ça ne serait pas là l'occasion rêvée de mettre en pratique ces grands principes humanitaires dont il faisait l'éloge toute la soirée? Lui qui venait justement de clamer que les barrières de classe devaient être abolies par la bienveillance et par la proximité. Pralinski décide finalement de le prouver, ici et maintenant. Il se dit, quoi de plus généreux et de bienveillant que d'entrer spontanément chez ces modestes gens et de se joindre à la noce pour bénir le mariage de ses employés. Il s'imagine déjà la scène. Son arrivée bienveillante sera un cadeau surprise pour ce petit employé qu'il connaît à peine. Il imagine aussi ce petit employé qui le voit déjà, lui, le grand dignitaire, franchir le seuil de cette maison modeste, apportant avec humilité ses félicitations sincères. Il imagine que son arrivée sera une belle surprise pour cette assemblée. Pralinski se réjouit même à l'avance des compliments chuchotés à son égard. Comme vous le voyez, notre Pralinski est plein d'imagination et a le cœur survolté. Il lisse alors son manteau, il redresse la tête et il pousse la porte de la petite maisonnette éclairée. À l'intérieur, la fête bat son plein dans une pièce exiguë et faiblement éclairée par quelques chandelles. La mariée, en robe simple, rougit de bonheur aux côtés de son époux en habit usé mais propre. Autour d'eux se presse une poignée d'invités. La famille, quelques collègues de bureau de l'époux, tous de conditions modestes. L'arrivée soudaine d'un nouveau venu fait tomber un silence stupéfait sur l'assemblée. Pralinski apparaît sur le seuil,
grand, drapé dans son manteau de bonne coupe, les joues roses à cause du froid et de l'alcool. Il sourit largement, un peu trop peut-être, et s'avance d'un pas qui se veut assuré, bien que légèrement chancelant. Immédiatement, le marié, qui est aussi l'employé de Pralinski, se fige, livide. On peut imaginer la panique respectueuse qui s'empare de lui. Parce que voir débarquer, sans s'y attendre, son redouté supérieur et hiérarchique en plein milieu de sa noce modeste, ça a de quoi tétaniser n'importe quel subalterne. Les autres invités échangent des regards interloqués et perplexes. Faut-il se lever? Faut-il faire une révérence? Faut-il dire quelque chose? Personne n'était préparé à honorer un invité de marque ce soir. Encore moins le grand patron en personne. Un murmure d'agitation parcourt la petite assemblée, tandis que Pralinski s'approche du jeune couple. De son côté, lui, il rayonne intérieurement. Son effet est réussi, du moins c'est ce qu'il croit. Il perçoit le silence autour de lui comme une forme d'admiration, mêlée de respect. Convaincu d'accomplir un acte noble, il prend alors la parole. Il s'adresse d'abord à l'homme marié, figé devant lui, et il le félicite chaleureusement pour son union. Du moins, il essaye d'être chaleureux. Sa voix forte et solennelle résonne dans la pièce minuscule, et ses paroles, préparées mentalement quelques instants plus tôt dans la rue, sortent peut-être comme un peu trop affectées et hautaines. Pralinski déclare qu'il a appris par hasard qu'un de ses chers collaborateurs se mariait ce soir et qu'il n'a pas pu résister à la tentation de venir lui présenter en personne ses vœux de bonheur. Il insiste, il vient en ami, en toute simplicité, comme un père bienveillant parmi ses enfants, dit-il. Et joignant le geste à la parole, il se tourne vers la table pour porter un toast en l'honneur des jeunes mariés. Les invités, gênés, s'écartent pour lui faire de la place. On lui apporte précipitamment un grand verre propre. Pralinski, persuadé d'agir en véritable bienfaiteur, lève son verre, rempli d'une vodka un peu âpre, et lance un toast pompeux. Il parle de l'importance de l'amour, de l'union sacrée du mariage, et glisse même quelques mots sur la belle harmonie qui peut régner entre les classes sociales quand tout le monde se traite avec respect et gentillesse. Ces phrases se veulent nobles, mais dans cette pièce petite et pauvre, ces paroles sonnent étrangement. Certains invités n'osent toujours pas s'asseoir ou boire en présence de son Excellence. Le marié prononce des remerciements confus. La mariée tremble légèrement, très intimidée. Quant aux parents du jeune couple, ils ne savent pas où se mettre. Fiers peut-être de l'honneur qui leur est fait, mais aussi un peu humiliés de recevoir un tel personnage chez eux sans y être préparés, dans leur habit du dimanche abîmé, et aussi avec si peu à offrir en retour à l'invité surprise. Malgré ce climat glacé, Pralinski, lui, ne se démonte pas. Encouragé par l'alcool et par l'euphorie de sa bonne action, il prend ses aises, comme chez lui. Il invite tout le monde à continuer la fête, comme si de rien n'était. Après tout, clame-t-il, je ne suis ici qu'en camarade. Faites comme si je n'étais pas un supérieur. Ce soir, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous frères. Ce genre de déclaration se veut généreux et progressiste, mais il ne peut pas s'empêcher de les prononcer d'un ton supérieur et qui ressemble fort à un ordre. Et personne n'ose vraiment faire comme s'il n'était pas là. Au contraire, chacun reste figé dans une politesse crispée. Pour combler le malaise, Pralinski reprend de la vodka
et force un peu tout le monde à trinquer à nouveau. Il tape amicalement sur l'épaule du marié. Un geste qui fait sursauter le pauvre homme. Il félicite bruyamment le père de la mariée en le tutoyant comme un vieux camarade, ce qui, dans la Russie du XIXe siècle, est une familiarité osée de la part d'un supérieur. Les gaffes s'enchaînent. Pralinsky veut détendre de plus en plus l'atmosphère, mais il finit par évoquer, avec condescendance, le travail du marié au bureau. Il complimente aussi la mariée, mais d'une façon maladroite, en soulignant qu'elle a un air simple et honnête. Je veux dire que même si l'intention est bonne, ses paroles peuvent laisser entendre qu'elle n'a rien de remarquable. Pralinsky rit un peu trop fort à ses propres plaisanteries. Et quand la musique reprend timidement, il se hasarde même à esquisser quelques pas de danse au milieu de la pièce. C'en est trop. Et le fiasco va s'amplifier. La désillusion va frapper. L'alcool va faire des ravages. Et surtout, la nouvelle, avec son cachet comique de départ, va adopter un ton beaucoup plus grave et humiliant. Mais je ne vous en dis pas plus, pour que vous puissiez découvrir par vous-même cette histoire. Une histoire née d'une bonne intention, mais qui va tourner au fiasco. Prenons maintenant du recul sur cette histoire et penchons-nous sur la psychologie du personnage principal, Ivan Ilitch Pralinsky. Dostoïevski dresse un portrait enrichissant de ce haut fonctionnaire. Au premier abord, Pralinsky apparaît comme un homme plein de bonnes intentions et d'idéaux généreux. Il se voit lui-même comme un gentilhomme éclairé, comme un progressiste qui souhaite sincèrement le bien de ses semblables, y compris de ceux qui sont socialement bien en dessous de lui. Et pourtant, le déroulement de la nuit nous montre une autre facette de sa personnalité bien moins reluisante. Pralinsky est également un homme vaniteux, orgueilleux, qui aime qu'on le remarque et qui aime qu'on loue sa grandeur d'âme. En réalité, ses bonnes intentions sont mêlées d'une forte dose d'ego. Dostoïevski nous fait comprendre que les motivations de Pralinsky ne sont pas aussi pures qu'il le croit lui-même. Quand il décide de s'inviter au mariage de son subalterne, est-ce vraiment par pure bonté de cœur, par altruisme désintéressé, ou bien parce qu'il y voit une occasion d'éprouver une satisfaction personnelle, celle de se sentir généreux et admirable? La réponse est évidente à la lecture. Pralinsky est piégé par sa propre vanité. Je veux dire par là qu'au fond, il est enthousiasmé par l'image du bien qu'il s'apprête à faire, plus que par le bien lui-même. Il s'imagine en bienfaiteur héroïque. Et son fantasme devient comique par son excès. Pralinsky se voit comme un sauveur social, alors qu'il n'est au fond qu'un supérieur un peu ivre qui s'invite sans gêne. La vanité de Pralinsky transparaît dans chaque détail de son comportement. D'abord, il ne supporte pas l'idée que ses collègues le prennent pour un beau parleur incapable d'agir. Il faut donc qu'il prouve et qu'il se prouve à lui-même qu'il est un homme d'action, fidèle à ses principes. En soi, le désir de cohérence entre ses idées et ses actes pourrait être louable. Mais chez lui, ce désir est exacerbé par l'orgueil. Il veut briller. On le voit dans la manière dont il prépare son entrée chez le jeune marié. Il soigne son effet. Il répète mentalement
une petite mise en scène où il occupe clairement le premier rôle, tel un acteur qui s'apprête à faire une apparition triomphale. Il imagine aussi les réactions admiratives. Il se voit déjà au centre des conversations futures. Tout ça révèle à quel point il est centré sur lui-même, même au moment où il prétend faire une démarche tournée vers autrui. Ensuite, chez les mariés, sa condescendance trahit son manque de réelle humilité. Par exemple, il affirme être des leurs, comme un camarade. Mais en même temps, il attend implicitement qu'on l'écoute religieusement. Il se permet des familiarités déplacées, sans envisager une seconde qu'il puisse offenser ou gêner. Il prétend également briser les codes sociaux, mais il ne fait que les imposer différemment. Au lieu du protocole respectueux qu'on lui doit tous les jours par son métier, il impose une sorte de faux semblant d'égalité, où il décide que les autres doivent faire comme s'il était un simple invité. Dans cette modeste et petite maison, l'assemblée se tait. Tous, ils subissent sa générosité, sans pouvoir la refuser ni la questionner. Cette attitude paternaliste est un signe clair d'un orgueil aveugle. Pralinsky croit sincèrement être bon, mais il ne réalise pas que sa bonté autoproclamée écrase les autres, au lieu de les élever. Et c'est là qu'intervient le deuxième grand thème psychologique de son attitude, l'illusion de bonté. Pralinsky est victime d'une illusion sur lui-même. Il s'est construit une image flatteuse de l'homme qu'il pense être. Un homme bon, aimant ses semblables, prêt à des gestes nobles. Il est vrai qu'il n'est pas entièrement hypocrite. Après tout, il a réellement des convictions idéalistes. Mais il se ment sur la pureté de ses convictions et sur leur effet réel. Pralinsky souffre d'un caprice de supériorité bienveillante. Il se veut être un grand frère pour ceux d'en bas, persuadé de faire leur bonheur, sans voir qu'il n'est ni attendu ni bienvenu. Cette discordance entre ses intentions proclamées et les conséquences de ses actes est flagrante. Et oui, il voulait apporter de la joie, finalement il apporte de la honte et du dérangement. Il voulait affirmer l'égalité, finalement il démontre, malgré lui, la fracture sociale et son propre mépris involontaire. On retrouve dans cette nouvelle une leçon à retenir. Comme le dit l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions, mal comprises ou intéressées, peuvent conduire à des catastrophes. Dostoïevski illustre ce paradoxe de façon ironique et incisive. Plus Pralinsky veut bien faire, plus le résultat est désastreux. Précisément parce que ce bien n'était pas dénué d'arrière-pensée égoïste. C'est en ça qu'Une sale histoire est une nouvelle très intéressante, sur le plan psychologique et sur le plan humain. Alors bien sûr, ici, la situation est poussée jusqu'à la farce. Mais combien de fois, dans la vie réelle, on peut voir encore des personnes commettre des maladresses en croyant sincèrement agir pour le bien de quelqu'un ou d'une cause? On peut établir des parallèles avec notre époque contemporaine, et sans trop forcer. Pralinsky est à sa manière le prototype de ces individus, ou même de ces puissants, qui veulent afficher leur bonté. Je pense notamment aux coups de communication. S'agit-il
de réel élan de générosité authentique ou bien au fond de stratégie marketing visant à redorer une image de marque sur un marché très concurrentiel? De manière plus générale, on a tous connu ou même été cette personne qui fait une bonne action mais en espérant au fond une reconnaissance, un compliment, un regard admiratif. Et j'en fais moi-même partie. C'est un trait humain répandu. On aime se voir en bonne personne. Et parfois, cette image nous importe plus que le bien lui-même. Ce que Dostoïevski nous montre à travers Pralinsky, c'est donc la mécanique de l'auto-illusion morale, du mensonge à soi-même. Pralinsky aurait pu simplement être méchant ou cynique, mais non. Il croit en ses idées humanitaires, du moins en partie. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait le ménage dans ses motivations profondes. Il n'a pas examiné la vanité et la condescendance qui entachaient son prétendu amour du prochain. Et quand ce mensonge se confronte au réel, je pense à la scène concrète de la noce, ce mensonge éclate comme une bulle. Le réel renvoie alors à Pralinsky une image humiliante. Au lieu du noble bienfaiteur qu'il pensait être, il se découvre comme un invité de trop, comme un intrus gênant, presque grotesque. Sa chute est aussi symbolique. C'est au fond la chute de son illusion. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.